Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre webinaire de ce mois d'octobre, enfin tout début du mois d'octobre, avant de vous retrouver pour notre grande convention le 10 mai, le 10 octobre, oh là là, 10 novembre, je vous dis n'importe quoi aujourd'hui. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui me connaissent, c'est Marie Gironville, donc je présidente d'Esprit de Service France, et je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Yves Lépine, qui est notre trésorier, mais c'est surtout son expertise aujourd'hui en termes d'énergie, de transition énergétique et tout son savoir-faire sur le sujet, son expertise sur agir positivement, dont il va nous retracer et nous faire une présentation à la hauteur de tout son savoir et de son expertise en matière d'énergie chez EDF, puisqu'il est responsable de l'innovation chez EDF, notamment sur les territoires. Il était précédemment chez Dalkia. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, ceux qui se sont inscrits à ce webinaire. Mais en attendant, je lui laisse la parole avant de vous retrouver en fin de ce webinaire pour vous redonner les grandes lignes et la suite des travaux d'Esprit de Service France. Merci à tous et surtout, posez des questions. C'est Agnès qui s'occupe du chat. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions. Je te laisse la parole, Jean-Yves. Désolé pour l'introduction qui était un peu chaotique, mais bon, l'important, c'est de vous avoir tous en ligne. À très vite. Très bien, merci également à toi Maryse pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis heureux de pouvoir prendre la parole ce soir pour parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est effectivement autour des sujets d'actualité sur la transition énergétique. Alors, l'objectif, c'est pas que je sois en plein écran pour cette présentation, donc je vais basculer sur la présentation que j'ai prévue, laquelle commence par effectivement cette vue de la planète, parce que c'est elle qui finalement aujourd'hui est la reine de la fête, la transition énergétique. On va parler de ça, et si cette planète aujourd'hui que je trouve moi particulièrement émouvante, quand on voit cette petite boule bleue en plein milieu de la galaxie, on a quelques idées sur le comment elle a pu arriver, le Big Bang. On a évidemment énormément de questionnements sur la raison pour laquelle ça s'est produit, la façon dont les enchaînements ont fait que finalement, à partir d'une petite masse de rien du tout, ou d'une énergie gigantesque, d'un seul coup, de la matière et de la vie humaine ont réussi à se créer. Donc, la transition énergétique, c'est quelque chose qui est hautement d'actualité, et je vais essayer de présenter des choses autour de la façon dont on va pouvoir agir et agir positivement, parce que effectivement, on a un certain nombre de constats qui nous sont présentés assez régulièrement, donc notamment autour des rapports du GIEC. Donc là, j'ai repris quelques chiffres marquants, 5 chiffres marquants du rapport du GIEC. Août 2021, il y a des rapports qui sont très régulièrement mis à jour, des données qui peuvent éventuellement évoluer, mais je trouve que ces chiffres publiés en 2021 restent particulièrement marquants. Donc, le premier, c'est sur l'augmentation de la température depuis le début de l'ère industrielle. Donc 1,1 degré. Alors on se dit, c'est pas grand-chose. Quand on parle de réchauffement climatique, certains peuvent se dire, mais c'est bien, si c'est réchauffé, on aura moins froid. Ce qu'il faut intégrer, c'est que derrière le réchauffement climatique, il faut plutôt entendre le dérèglement climatique, et que globalement, si on ne fait rien, si on continue la trajectoire actuelle, la hausse de température sera de 5,7 degrés, avec un certain nombre de conséquences potentiellement délétères. Je parlais de la Terre, effectivement, qui aujourd'hui abrite cette vie fragile, qu'on n'est même pas forcément capable de définir. Quelle est la différence entre une cellule vivante et une cellule morte? La vivante est vivante, certes, mais il y a des mécanismes qui font qu'elle est vivante, mais finalement, la définition même de la vie n'est pas forcément si claire et si évidente que ça. Et en l'occurrence, on sait que si la température augmente, il y a un certain nombre de choses qui ne seront plus possibles pour que la Terre soit vivable, au moins pour l'humanité. Le chiffre suivant, c'est 1 mètre, élévation de niveau de la mer en 2100. Alors on se dit, 1 mètre, finalement, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, on ne sait pas bien. Je pourrais illustrer tout à l'heure un certain nombre d'éléments autour de ce qui peut se passer quand le niveau de la mer augmente d'1 mètre.
Ça, c'est dû principalement à la concentration de CO2. Je pense que plus personne ne se pose la question de savoir si nous sommes, nous les humains, responsables de ce dérèglement climatique. Je pense que c'est maintenant complètement acquis. On a produit du CO2 de façon massive avec l'industrialisation, parce qu'on a notamment brûlé des énergies fossiles, et donc la concentration de CO2 a augmenté. Donc des ppm, ça veut dire des parties par million. C'est l'équivalent de milligrammes par litre, les parties par million, 410 ppm. On n'a jamais vu ça depuis 2 millions d'années. Et puis finalement, depuis 1750, on se rend compte que, au-delà de la concentration en CO2, on a aussi de la concentration de méthane, dont on sait que c'est un gaz qui a également un fort pouvoir de réchauffement, donc plus 156%, ça a plus que doublé. Donc notre activité humaine a amené un certain nombre de dérèglements dans l'atmosphère. Ces dérèglements dans l'atmosphère ont des conséquences sur la planète proprement dite, et notamment avec, et on le sait, des réchauffements qui font fondre les glaces, et que quand il y a des glaces qui fondent, il y a aussi d'autres phénomènes qui se mettent en place. Des quantités d'eau qui sont finalement pas sous la forme sous laquelle on avait l'habitude qu'elles soient. On va avoir de l'eau qui va être atmosphérique et qui va être amenée à créer éventuellement donc des pluies diluviennes. On va avoir des vagues de chaleur. Ça, c'est ce qui s'est passé finalement depuis 2022-2023. Le dernier rapport sorti hier, la Suisse s'est rendu compte que durant ces 2 dernières années, les glaciers suisses ont perdu 10% de leur masse, ce qui est l'équivalent de ce qui s'est passé pendant les 30 dernières années, donc avant 2022. Et donc un certain nombre de phénomènes qui sont repris ici avec des imagettes, les incendies en France, les vagues de chaleur au Pakistan, les températures dans l'Antarctique, des pluies diluviennes. Je ne sais pas si vous avez vu aussi l'orage de grêle fin juillet à Milan, les pluies diluviennes à Hong Kong. Donc globalement, c'est pas tant un dérèglement, c'est pas tant un réchauffement climatique plutôt qu'un dérèglement climatique auquel on assiste. Et c'est ça effectivement le sujet qu'il faut qu'on soit en capacité d'adresser les uns les autres, parce qu'évidemment on est tous concernés, puisque cette petite boule bleue perdue au milieu de l'univers, elle a finalement la possibilité de nous permettre de vivre tant que les conditions sont réunies pour qu'on continue à vivre, ou au contraire de ne plus nous autoriser à vivre parce que les conditions ne sont pas réunies. Alors, quelques sources aussi, j'avais dit dans le teasing que j'allais pouvoir partager des faits, des convictions et des interrogations. Donc ça, c'est des faits. Je vous invite à aller voir le site du BRGM. Quand on va sur le site du BRGM, on a une petite réglette qui permet de voir quelles seront les zones qui seront inondées dès lors que l'élévation du niveau de la mer est reprise effectivement entre 1 jusqu'à 4 mètres dans cette réglette-là. Et donc là, j'ai mis le curseur sur 1 mètre. Et donc on se rend compte, j'ai fait un focus autour de la zone de La Rochelle. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'île de Ré, qui est donc juste au niveau de La Rochelle, en face de La Rochelle, toute la partie ouest de l'île de Ré est complètement sous l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, le dérèglement climatique et un impact immédiat, c'est que les gens qui aujourd'hui ont un bien sur la partie ouest de l'île de Ré auront un bien les pieds dans l'eau, et que dans 70 ans, ce qui vaut ou qui valait en fin 20e siècle, début du 21e siècle, beaucoup, on se disait mais comment c'est possible qu'on cultive encore des pommes de terre sur l'île de Ré compte tenu du prix du mètre carré. Le prix du mètre carré sur l'île de Ré, potentiellement, dans 70 ans, ça ne vaudra plus rien parce que de toute façon, ils seront sous l'eau. Donc ça a des conséquences économiques immédiates. Donc là, c'est uniquement 1 mètre. Et faites l'exercice, c'est assez intéressant. Et on se rend compte que finalement, plus ça monte, plus les parties rouges qui représentent les zones qui seront sous l'eau prennent de l'importance sur ces bandes côtières. Et puis, ce que j'ai mis dans la partie droite, c'est les pays les plus menacés par la montée des eaux. Et donc là, en l'occurrence, c'est repris en termes de valeur en degrés Celsius de l'élévation de la température. Donc, si le réchauffement est de 1,5, 2, 3 ou 4 degrés, on se rend compte de ce que sont les proportions de terre qui seront submergées en fonction des pays. Alors, à l'échelle du monde, on se rend compte que c'est finalement quelques pourcents. Alors on peut se dire, mais finalement, quelques pourcents, c'est pas énorme, 7%, 14%, ça commence à faire beaucoup. Mais à l'échelle de certains pays, c'est juste absolument faramineux. Il suffit de regarder le Bangladesh.
Et donc le Bangladesh, qui est quand même un pays peuplé de plusieurs centaines de millions d'habitants, dès 1,5 degré d'élévation du niveau de la température, on aura une proportion très importante du Bangladesh qui sera sous l'eau, et donc potentiellement, puisque c'est un pays très peuplé, des populations qui seront repoussées vers d'autres zones du Bangladesh. Peut-être auront-ils envie de rester dans leur pays pour garder la culture, garder la langue, mais finalement, pas forcément. Et que donc, en l'occurrence, quelque chose qui apparaît aujourd'hui comme étant potentiellement très lointain pourrait amener à ce qu'il y ait des déplacements de population dans des volumes très importants. Et en l'occurrence, finalement, ce dérèglement climatique qui va forcément s'accompagner d'un certain nombre de dérèglements économiques, sociologiques. Le premier étant celui lié aux migrations de populations qui ne pourront plus vivre dans leur pays. Donc, on commence à les appeler les réfugiés climatiques. Aujourd'hui, il y a quelques petites îles qui ont déjà été impactées, mais finalement, les populations concernées sont tellement faibles que ça ne pose pas de questions quand on aura des grands pays comme le Bangladesh, le Vietnam ou l'Égypte qui seront concernés, la Malaisie aussi, des pays avec plusieurs dizaines ou centaines de millions de personnes. Potentiellement, l'impact sera majeur. Autre illustration, c'est l'élévation, donc là aussi, des niveaux de la mer, et on se rend compte que finalement, donc on a un certain nombre d'échelles. Donc sur la partie gauche, on voit les différentes échelles, avec à la fois l'échelle de temps, complètement à l'extrême gauche, donc 100 ans, 200 ans, 300 ans, et puis l'élévation en mètres. Donc là, en l'occurrence, on se rend compte progressivement de qui seront les villes qui seront sous l'eau. Alors, j'ai focalisé sur l'île de Ré en disant à 1 mètre, il n'y aura plus que la moitié est de l'île de Ré qui sera à pied sec. Mais on se rend compte que Venise, finalement, n'existera plus. On se rend compte en partant effectivement un petit peu sur la partie droite du graphe qu'il y a un certain nombre de villes qui seront potentiellement impactées. Vous le voyez comme moi, Hong Kong, Singapour, Los Angeles, San Francisco, donc des villes pas des moindres. Et finalement, avec des élévations pas si importantes que ça, on voit 2 mètres, 3 mètres, potentiellement dans le scénario catastrophe, si ma mémoire est bonne, si l'ensemble des glaces de la planète fondent, c'est 30 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc là, vous voyez que on a effectivement une partie jusqu'à 20 mètres. Alors on parle peut-être d'un millénaire, mais je ne sais pas dire, mais New York, Londres, Taipei seront également sous l'eau. Et puis ils ont fait l'exercice de se dire, mais si on va au-delà, on se rend compte que finalement, le planisphère représenté, alors l'imagette est très petite, mais la partie émergée des terres, on se rend compte, a complètement diminué, et finalement, on reconnaît à peine les continents, dont on se rend compte que pour partie, certains sont noyés à plus de 50%. Donc en fait, ce dérèglement climatique, ça a des éléments très très concrets et ça correspond finalement à des choses qui peuvent potentiellement nous arriver si on ne fait rien. Et ce que l'on sait, c'est que c'est majoritairement dû à la consommation d'énergie, notamment d'énergie carbonée. Et alors quand on se pose la question de savoir si en passant aux énergies décarbonées, on va régler le problème, alors on va le dire pour partie, mais pas seulement, puisque globalement on se rend compte que les consommations d'énergie continuent d'augmenter de façon très très importante. C'est ce qui est illustré dans ce graphique, et que depuis le début de l'ère industrielle, on a largement augmenté les consommations. Alors on les voit présentées en commençant par le bas, avec d'abord tout ce qui est la biomasse. Donc on se rend compte que finalement la biomasse reste étale. C'est le bois que l'on brûlait historiquement pour se chauffer, pour les usages dont on pouvait avoir besoin, avec une caractéristique, c'est que quand ça brûle, ça émet du CO2, mais comme ça pousse, que si on entretient bien les forêts, finalement, on stocke le CO2 émis dans un cycle très court. Finalement, l'impact en termes de CO2 de la biomasse est quasi nul. Par contre, depuis l'ère industrielle et depuis qu'on a trouvé du charbon, on a commencé par brûler du charbon, c'est ce qu'on voit dans la partie noire, et on se rend compte que ça a augmenté et que ça continue d'être à des niveaux relativement importants. Au-dessus de ça, on a mis donc tout ce qui est les énergies liquides, donc à savoir principalement
essence, pétrole et autres énergies liquides. Et puis, on a complété avec le gaz, donc qui est la partie verte. Là également, on se rend compte que ça continue d'augmenter. Et puis, ces dernières années, on s'est posé la question de savoir mais qu'est-ce qu'on allait faire. Le gaz est très cher. Ça a, avec la crise ukrainienne, généré un certain nombre d'atermoiements sur la réalité d'une facture qui augmente. Mais pour autant, les consommations de gaz ont continué d'augmenter. Et puis, on a rajouté en bleu de l'hydro, et puis du nucléaire, et puis des énergies renouvelables. Mais on se rend compte que finalement, la quantité d'énergie consommée au global, si on est en 2020 sur une quantité, alors c'est exprimée en millions de tonnes équivalent pétrole, donc on est finalement à 12 000 d'énergie fossile, et puis uniquement 2 000, pour passer de 12 000 à 14 000 d'énergie sans carbone, des énergies décarbonées, donc hydronucléaire et énergie nouvelle. Mais ça veut dire que globalement, aujourd'hui, on peut faire le constat que nous sommes drogués à l'énergie et que nous sommes drogués à des énergies carbonées qui contribuent à alimenter complètement l'atmosphère avec du CO2 et à bousculer l'ensemble des éléments qu'on avait enregistrés jusqu'à présent, notamment les consommations en CO2. Alors, qui est à l'origine de tout ça ? Ça, c'est une cartographie des émissions globales de la planète en 2021. Et donc, on a effectivement cette présentation où on voit que la Chine est le premier émetteur avec 31% des énergies, enfin des émissions globales de CO2. Le deuxième émetteur, c'est l'Amérique du Nord, hein, où on va retrouver évidemment les États-Unis et le Canada, j'allais dire, en premier plan. Et puis, le troisième, c'est l'Europe, avec 8,5%. L'Inde est le quatrième. L'Afrique, vous vous rendez compte, présente finalement une quantité de CO2 par pays très très faible, hein, puisque c'est uniquement 3,9% en 2021. Et donc on se rend compte que finalement il y a une réalité à date d'une production de CO2 par pays qui doit être mise en regard de la réalité par habitant et potentiellement aussi mise en regard de l'histoire. Et sur la réalité par habitant, on se rend compte que la cartographie n'est plus la même. Alors les premiers pays émetteurs ou les premiers types de personnes émettrices, c'est donc le Qatar, on le voit dans la partie gauche, le Koweït, l'Arabie Saoudite, hein, alors avec des quantités de CO2 par habitant et par an qui sont juste pharaoniques, hein, 49 tonnes par an pour le Qatar, 25 tonnes par an pour l'Arabie Saoudite. Là où la Chine est à 8 tonnes par an, les États-Unis à 15, donc l'Europe est en moyenne aussi autour de 8 à 9. L'Inde est à 2. Donc c'est ça qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que finalement, même si un pays a une production très importante, si on ramène ça à la production par personne, on se rend compte que finalement, c'est pas forcément les pays qui produisent le plus, dont la population est la plus émettrice de CO2. C'est lié effectivement à la taille de la population. Évidemment, les deux plus gros pays du monde sont maintenant l'Inde, qui a dépassé la Chine en termes de population, et la Chine. Mais globalement, quand on remet ça en perspective, on se rend compte que finalement, les pays occidentaux, et notamment l'Europe, les USA, par habitant ont une production bien supérieure à celle de la Chine et de l'Inde. Et puis quand on met ça en perspective avec l'histoire de l'industrialisation, on se rend compte aussi que finalement on a une forme de dette, puisque nous avons été industrialisés parmi les premiers pays et que depuis le début de l'industrialisation, hein, c'est le graphe que je présentais précédemment avec les différentes énergies qui se cumulent, le charbon d'abord, et puis les pétroles, et puis le gaz, on a finalement produit collectivement une quantité de CO2 qui est toujours stocké dans l'atmosphère et que donc on a une dette vis-à-vis des pays qui se développent depuis plus récemment. Et là, en l'occurrence, on a finalement de ce fait-là aussi, je pense, un devoir d'exemplarité. Alors, on atteint les limites planétaires, donc l'Anthropocène, on est passé à l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on a des modes de vie qui ne sont plus compatibles avec la réalité de ce qu'est la petite planète bleue qu'on présentait au tout début. Hein. Donc, on retrouve dans la partie gauche le nombre de planètes nécessaires en fonction des différents pays et selon les habitudes de ces différents pays, et notamment
l'exploitation de la planète. Donc, le Qatar, il faudrait 9,2 terres pour que le Qatar puisse… si tout le monde vivait, on va dire, avec le niveau du Qatar, il faudrait 9,2 planètes. Pour les États-Unis, il en faudrait 5. La Corée du Sud, 3,8. L'Allemagne, 2,9. La France, 2,9. La Chine, 2,3. L'Indonésie, 1. L'Équateur, 1. Finalement, donc il y a à ce jour que 2 pays dans cette illustration, au moins dans cette infographie, pour lequel une seule planète suffit, c'est l'Indonésie et l'Équateur. Globalement, il faudrait qu'on se dise que c'est une espèce d'idéal à atteindre. Faisons en sorte qu'en termes d'empreinte carbone notamment et d'exploitation de la planète, on soit sur des niveaux similaires à ceux de l'Équateur ou de l'Indonésie. Et globalement, on a un certain nombre de limites planétaires qui sont dépassées. Alors, cette infographie ne présente pas sensu stricto les limites planétaires qui sont un peu trop techniques, mais en tout cas, elle présente les conséquences possibles du dépassement de ces limites planétaires. Et donc, quand on prend tous les mots-clés autour de cette roue de l'Anthropocène, on se rend compte que finalement, c'est pas forcément un avenir joyeux qui nous est réservé. Perte de biodiversité, déforestation, désertification, dégradation des écosystèmes, dégradation de la qualité de l'air, manque d'eau, insuffisance de l'approvisionnement alimentaire, problématiques de santé publique. On se rend compte que finalement, au-delà du fait qu'il y aura des parties de la planète qui seront sous l'eau et que si on est propriétaire d'une villa qui aujourd'hui vaut beaucoup d'argent sur la partie ouest de l'île de Ré, elle vaudra peut-être plus rien, mais que non seulement la villa vaudra plus rien, mais on aura des problèmes de maladies, d'insuffisance d'approvisionnement, on pourra peut-être plus manger, on pourra peut-être plus respirer, et que finalement le fait qu'on soit propriétaire d'une maison les pieds dans l'eau, pour le coup, au sens propre du terme, sera un moindre mal par rapport au fait que la planète sera devenue invivable pour l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, il faut regarder effectivement ce qu'on produit. Donc là, c'est l'empreinte carbone moyenne en France en 2021. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de Carbone 4, donc qui est un cabinet consultant qui, évidemment, travaille pour un certain nombre d'entreprises pour les aider à travailler sur leur empreinte carbone et la façon de se décarboner, mais qui produit un certain nombre de choses, qui produit des études, et notamment, ça c'est complètement disponible sur Internet, vous pouvez aller voir directement par vous-même, et on se rend compte que finalement, on produit du CO2 parce qu'on se déplace, parce qu'on mange, parce qu'on se loge, parce qu'on fait des achats, et puis il y a du CO2 de la dépense publique qui est quelque part notre CO2 commun, parce que tout ce qui est lié à l'administration, à l'enseignement, évidemment, émet également du CO2, et qu'il faut qu'on travaille et qu'on aide aussi finalement l'État et l'ensemble des parties prenantes de l'État à réduire leur empreinte carbone, puisque quand bien même nous ne ferions rien à titre personnel, cette dépense publique produit déjà à hauteur de 1,3 tonne de CO2, et que vous avez peut-être entendu parler de cette cible à 2 tonnes. On parle effectivement du fait que pour qu'on puisse être à une capacité de la planète à absorber le CO2 produit par les individus, il faudrait que chacun ait une production moyenne annuelle de 2 tonnes. Donc, si la dépense publique est aujourd'hui à 1,3 tonne, ça veut dire qu'on aurait finalement un reste à produire de 700 kilos. Donc, la dépense publique va évidemment baisser, l'État s'y engage, mais il faut aussi que nous, à titre personnel, on soit en capacité de baisser nos consommations d'énergie fossile notamment, et qu'on réduise drastiquement la production de CO2. Et donc là, en l'occurrence, on le voit par cette infographie, si on roule moins en voiture, si on mange moins de viande, si on utilise moins de gaz et de fioul dans son logement, si on a des achats un peu plus vertueux, et donc notamment la maison, quand j'achète une maison, j'achète des choses dans lesquelles il y a du béton, et aujourd'hui du béton, ça produit du CO2. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité, donc les uns les autres, de réagir et de proposer un mode de fonctionnement, se transformer à titre individuel et transformer également les sociétés vers plus de sobriété. Et donc là, en l'occurrence, là aussi, c'est des infographies qu'on trouve assez facilement sur Internet. Donc, il y a un certain nombre de choses à adopter. C'est pas forcément si difficile que ça, mais ça veut dire qu'il faut éviter
éviter la voiture, éviter l'avion, bien entendu, mais également éviter les emballages. Dès lors que c'est des emballages en plastique. Les plastiques, c'est des matériaux issus du pétrole. Et pour peu qu'ils ne soient pas recyclés, ils sont aussi finalement, au moins dans leur production et leur usage, générateurs de CO2. Donc finalement, limiter les emballages, c'est quelque chose qui est vertueux. Donc ça veut dire adapter aussi un certain nombre de comportements différents. Donc ça veut dire essayer d'aller le plus souvent à pied, utiliser le vélo. Ça veut dire avoir des petites voitures électriques. Ça veut dire consommer moins de viande. Et puis ça veut dire qu'il faut investir. Donc investir, alors à la fois à titre individuel, mais également à titre collectif, dans l'ensemble des énergies renouvelables. Elles sont de différentes natures, ces énergies renouvelables. Donc il faut évidemment en maximiser la production et l'usage. C'est travailler ou investir aussi pour la rénovation énergétique des bâtiments. Si on a un logement qui est une passoire thermique, il faut évidemment faire en sorte que cela cesse et donc mettre en œuvre les différentes actions de rénovation qui vont permettre de limiter les déperditions de chaleur. Et puis tout ce qui est transport en commun, là aussi privilégier les transports en commun. Donc l'avion n'est pas un transport en commun suffisant. Les transports en commun, c'est évidemment privilégier notamment le train, tramway. Bon, en région parisienne, on a la chance d'avoir des transports en commun qui utilisent une énergie décarbonée, mais en l'occurrence, chaque fois qu'on prend sa voiture, pour peu qu'on ait une voiture thermique, on émet du CO2, alors qu'en région parisienne, on peut assez facilement se passer d'utiliser sa voiture. C'est peut-être moins simple quand on habite en région, mais là, il y a aussi un certain nombre de choses qui se mettent en place. J'ai vu des initiatives tout à fait intéressantes, notamment pilotées par le Crédit Agricole, pour proposer des voitures électriques en autopartage en milieu rural. Donc là aussi, ça veut dire qu'il faut se dire qu'on va changer notre mode de fonctionnement. Je n'utilise plus ma voiture, mais j'ai une mobilité électrique partagée. Donc il faut revisiter un certain nombre de choses aussi sur la façon dont on utilise les choses, qui est propriétaire ou pas propriétaire. Alors là, voilà, donc je pense qu'on partage tout ce constat. On a construit un XXe siècle et un début du XXIe siècle dans une espèce de société de l'abondance et de l'accumulation. Donc là, j'ai repris le titre d'une chronique publiée par Gaspard Koenig dans Les Échos. Voilà, donc le modèle hyperproductiviste va finir par nous perdre, sauf si nous apprenons enfin à éliminer le superflu et l'inutile. Donc je pense que c'est ça le sujet, comment faire en sorte d'éliminer le superflu, l'inutile. Et puis en dessous, donc une citation qui peut apparaître comme étant un petit peu plus atypique, effectivement. Donc c'est un chef d'État qui a dit ça. Donc culture écologique ne peut pas se réduire à une série de réponses urgentes et partielles aux problèmes qui sont en train d'apparaître par rapport à la dégradation de l'environnement, à l'épuisement des réserves naturelles et à la pollution. Il devrait être un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie, une spiritualité qui constituerait une résistance face à l'avancée du paradigme technocratique, lequel est le fait que le progrès aujourd'hui est tourné vers le seul profit et non plus la recherche du bien commun. Et donc ce chef d'État qui a dit ça de façon très très marquée, en fait c'est un chef d'État un peu atypique, puisque c'est un chef d'État qui est élu, mais qui est élu à vie. Et en fait, ce chef d'État, c'est le pape François, dans son encyclique Laudato Si. Et j'appelle de mes voeux, effectivement, la reprise par un certain nombre de chefs d'État de ce paradigme, quelque part, de cette raison d'être, pour qu'ils puissent aussi lancer leurs États dans cette volonté d'avoir un regard différent, une pensée, une politique et des programmes éducatifs différents. Et donc là, ça m'amène finalement à partager donc un certain nombre de réflexions. Donc là, on était sur des faits. Donc maintenant, c'est des questionnements, c'est des réflexions que je vous partage. Et donc avec cette œuvre de Dali que j'aime bien, c'est la Métamorphose de Narcisse. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez du mythe de Narcisse, mais Narcisse tombe amoureux de lui-même, donc se mire en permanence dans une eau et se trouve finalement tellement intéressant, beau et suffisant pour lui-même qu'il en oublie les autres. Et notamment, il est complètement sourd aux autres, et notamment une muse, Écho, qui, malgré les avances qu'elle lui fait, ne réussit pas
à attirer son attention, puisque justement, il est focalisé sur un égoïsme anthropocentré, unique, et donc elle le punit et elle le condamne à mourir. Et donc, c'est ce que représente cette œuvre de Dali, et je me pose la question de savoir si finalement, nous ne serions pas, nous, en tant qu'humanité, des formes de narcisse. On se regarde le nombril, on s'apprécie, on se trouve très intéressant, très beau, autosuffisant. Effectivement, on en oublie l'autre, et on en oublie notamment la planète. Et que finalement, ce mythe de Narcisse pourrait être quelque chose dont j'espère que ce ne sera pas prémonitoire, mais en l'occurrence, moi j'ai la conviction que si on ne change pas un certain nombre de choses, si on ne repense pas notre approche, effectivement, du vivre ensemble sur la planète, potentiellement, c'est la partie droite du tableau qui nous attend, à savoir la sécheresse, le dessèchement et finalement la mort de l'humanité. Alors là, maintenant, c'est des convictions que je vous partage derrière ces questions. Il me semble qu'on a 3 défis pour les années à venir. Et donc, ces défis sont accrochés autour de 3 mots. Donc, le soin et l'attention à l'autre, la connaissance et la transparence. Alors, je vais les illustrer là aussi avec quelques œuvres d'art. Sur le soin, l'objectif, c'est de protéger la vulnérabilité. Et là, en l'occurrence, j'ai pris une œuvre d'art donc d'une artiste d'origine australienne, donc elle est d'origine aborigène, et j'aime bien la façon dont elle a représenté finalement ce qui pourrait être une représentation du monde et de la galaxie. On voit donc à la fois des montagnes, on voit des symboliques de rivières, on voit des fleurs, on voit des poissons. On voit pas nécessairement d'humain en tant que tel, en tout cas c'est pas matérialisé de cette façon-là. On voit des étoiles, on voit des cœurs au milieu de la galaxie, et finalement ça montre une espèce de grand tout présenté dans cette œuvre d'art, et que dans ce grand tout, nous sommes tous, finalement, tout est lié, nous sommes tous connectés à ce monde dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons pas nous affranchir de la planète sur laquelle nous vivons. Et en tout cas, nous devons en prendre grand soin, prendre soin de la vulnérabilité donc de la planète. On a vu qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a déjà franchi un certain nombre de limites planétaires. Donc, occupons-nous de cette vulnérabilité, puis également de la vulnérabilité de l'humain. On sait bien que l'humain est vulnérable dans 2 moments clés. Le premier moment clé, c'est juste au moment de la naissance. On est vulnérable, on a besoin de grands soins. En général, c'est nos parents qui s'occupent de nous-mêmes, de leurs enfants. Et puis, le deuxième moment de vulnérabilité, c'est quand on a des accidents de vie ou qu'on vieillit, on devient vulnérable. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on se mette en capacité d'être attentifs les uns aux autres et attentifs à l'humain, parce que c'est en étant attentif à l'humain et à l'autre, finalement, on saura être attentif à la planète. Le deuxième mot-clé, c'est le mot autour de la connaissance sans hubris. Donc là, c'est une œuvre de Marc Chagall sur le Jardin d'Éden. J'aime bien cette œuvre-là, effectivement. Donc, si on considère que la planète est un jardin d'Éden, nous sommes dans ce jardin d'Éden. Et si les anciens qui ont écrit la Bible nous ont dit que de ce jardin d'Éden, nous devions être les jardiniers, je pense qu'aujourd'hui, on en a été les fossoyeurs. On n'a pas été en capacité de prendre soin, et ça ramène au premier mot-clé, de la planète sur laquelle nous sommes. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant dans ce récit biblique, c'est que l'humain était dans ce jardin d'Éden avec la possibilité de manger de tous les fruits, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en l'occurrence, je pense que si la connaissance est absolument nécessaire, il faut que nous connaissions un peu mieux le monde dans lequel nous vivons, les mécanismes biologiques qui font qu'il y a des systèmes qui permettent la vie ou au contraire qui ne la permettent plus. En tout cas, si la connaissance scientifique doit continuer à croître, la connaissance du bien et du mal, c'est finalement l'acceptation avec humilité qu'il y a un certain nombre de choses qui nous dépassent, nous les humains. Quand bien même nous avons découvert tout un tas de choses, il y a un certain nombre de choses qui nous restent mystérieuses et qu'il faut accepter que peut-être nous n'avons pas la capacité de perception, nous n'avons pas la capacité d'extrapolation, de compréhension, de mécanismes qui nous dépassent, et que de décider que c'est bien ou c'est mal, parce que ici ou maintenant, ça va créer un bien-être immédiat,
je pense que c'est quelque part une erreur et qu'il faut mettre les choses en perspective. Nous ne pouvons pas être, il me semble, compte tenu de notre petitesse à l'échelle de la planète et de l'univers, en capacité de dire que parce que c'est bien ici et maintenant, alors c'est bien dans le long terme. Et l'histoire récente nous le montre, hein, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. On se rend compte a posteriori que finalement, ce qu'on pensait être bien, finalement, ne l'est pas tant que ça, et que ça nous amène rapidement dans le mur si on ne bouge pas. Donc oui, la connaissance, mais la connaissance sans hubris. Il faut faire en sorte finalement de sortir de cette espèce d'arrogance qui a pu nous faire croire que nous maîtrisions tellement de choses, que nous savions maîtriser tout et que nous allions piloter, que nous allions prendre les manettes, et notamment les manettes de ce système planétaire qui aujourd'hui nous dépasse. Il faut rester très humble. Et puis le dernier mot-clé, c'est le mot-clé autour de la transparence. Transparence, parce que je pense qu'on ne pourra pas réussir si on n'est pas en capacité, avec honnêteté, de dire ce qui est, de dire le vrai, de dire ce que l'on a fait ou pas fait, d'expliquer un certain nombre de choses. Alors ces mots-clés sont les mots-clés finalement qui sous-tendent tout ce que fait Esprit de Service France, parce que finalement l'art du service, c'est l'art du soin, c'est l'art de la connaissance du client, être en capacité d'anticiper un certain nombre de choses, c'est l'art aussi de l'explication, sans mensonge. Donc, c'est la transparence, avec évidemment l'art du mot et du moment. Donc là aussi, je l'ai illustré avec une œuvre d'art, alors moins connue que la précédente, mais transparente et reflet. Je pense que là aussi, c'est pour moi une conviction forte. Nous n'arriverons à sortir de la situation actuelle qu'à partir du moment où on sera vraiment en capacité, en toute transparence, de dire ce qui est, d'accepter évidemment peut-être qu'on n'était pas complètement au rendez-vous de ce à quoi on s'était engagé, mais que finalement on remet chaque jour sur l'ouvrage, sur le métier, on remet son ouvrage et qu'on continue à avancer. En tout cas, voilà. Donc trois mots clés pour avancer et pour réussir. Et pour réussir également, donc trois attitudes. Donc, qui sont aussi là aussi une forme de conviction. Hein. Je pense qu'il faut qu'on change notre approche. L'approche du 20e, 21e siècle n'est plus la bonne. Et que globalement, donc trois mots-clés, trois attitudes, être empathique, être communicant et être collectif pour réussir sur ce chemin autour d'une planète et d'une transition énergétique qui reste vivable. Donc, être empathique, donc là, c'est une œuvre d'art aussi d'une personne inconnue, mais que j'ai trouvé intéressante, notamment parce que, en creusant un peu, je me suis rendu compte que cette personne a eu des situations familiales compliquées, avec finalement des personnes qui ont dû interner, qui ont été finalement avec des dérèglements psychiques un peu forts, et donc finalement elle a souhaité illustrer le fait qu'être empathique, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre, voir comment on peut accompagner. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas suffisamment empathique. Hein. Finalement, on a un mode de réussite sociétale qui est basé sur l'individualisme, qui est basé sur la matérialité, et que finalement, s'intéresser à l'autre, regarder ce qu'il pense, essayer de comprendre le positionnement, c'était pas forcément le mode de fonctionnement de ce 20e siècle et début du 21e siècle. Et en l'occurrence, il faut vraiment faire des progrès. Ça veut dire aussi faire des progrès sur la capacité à gérer ses propres émotions, ce qui n'est pas forcément simple. Deuxième attitude autour de la communication. Donc là, je reviens sur une œuvre d'art avec un artiste plus connu, Fra Angelico. Et j'ai pris l'Annonciation parce que finalement, quand on parle de communiquer, souvent, on met ça du point de vue de l'émetteur. Et je pense que communiquer, c'est quand même, il faut être deux pour communiquer. Il y a quelqu'un qui émet un message et quelqu'un qui le reçoit. Et je pense que là aussi, avec finalement un mode du 21e siècle où on est un peu donneur de leçons, on est un peu une forme d'arrogance, je dis les choses et puis quelque part, peu importe la façon dont c'est perçu, reçu, accepté, accueilli. Et en l'occurrence, ce que je trouve là intéressant dans ce tableau, c'est la façon dont finalement une information est reçue, et pas des moindres. Hein, Marie, elle reçoit juste une information qui est complètement bouleversante. Elle va enfanter et on lui dit, et ce sera le Fils de Dieu. Et en fait, elle accueille. Et je pense que globalement, la communication, ça passe aussi sur la capacité
à accueillir et que ça passe donc du coup par la capacité à écouter. Et en l'occurrence, je pense que là aussi, on est sur un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on soit en évolution. On prend beaucoup la parole, il y a beaucoup de choses qui sont dites, a fortiori avec les réseaux sociaux, et donc finalement, on est dans un brouhaha permanent de bruit de fond, de messages divers et variés, qui sont éventuellement d'ailleurs un peu en post-vérité. Et je pense que là, il y a un certain nombre de choses aussi qui doivent pouvoir évoluer donc sur cette capacité qu'il faut que nous ayons à écouter pour mieux communiquer. Et puis, dernier mot-clé, c'est le fait d'être collectif. On ne peut pas réussir, il me semble, si on n'a pas cette vision de faire ensemble pour accomplir une tâche. Donc là, en l'occurrence, c'est une œuvre de Pissarro, donc un peintre plus connu lui aussi. Et j'aime bien ce tableau parce que finalement, on se rend compte qu'il y a des fonctions très différentes. Il y a une complémentarité entre eux qui ramassent les pommes, qui les fait tomber avec le bâton. On voit arriver au loin quelqu'un avec une charrette qui doit peut-être apporter à la fois de l'eau parce que les personnes qui sont là au milieu du champ auront peut-être un peu chaud, mais qui va également reprendre les paniers, les emporter. Et en l'occurrence, il faut qu'on réinvente un monde qui soit pas un monde de la personne, de la réussite unique, où finalement on survalorise un certain nombre de héros qui, à titre personnel, ont créé un truc, acquis une fortune, et on survalorise ça. Et je pense que finalement, la réussite de demain passera plutôt par des réussites collectives, une capacité à finalement interagir de façon différente les uns avec les autres, au service finalement de la planète. Et c'est bien ça le sujet, avec finalement cette planète qui était le début de mon intervention et qui est également la fin de mon intervention. Et je pense que le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on se met en ordre de marche collectivement pour être capable de dire mais je suis innocent de la mort de cette terre. Je sais que j'ai contribué à ce que la planète puisse continuer à abriter la vie, y compris la vie humaine, qui est aujourd'hui le seul endroit où on a de la vie humaine. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu de vie nulle part ailleurs. Alors, il y a une citation d'Einstein que j'aime bien. Alors, je ne vais pas forcément la dire très bien, mais il dit, mais peut-être que la planète mourra non pas de ceux qui lui font du mal, mais plutôt de ceux qui laissent faire. Et en l'occurrence, c'est ça que je voulais indiquer ici. Nous pouvons tous être innocents de la mort de cette terre si non seulement nous modifions nos propres comportements, mais également nous faisons en sorte d'influencer ceux qui aujourd'hui n'ont peut-être pas compris un certain nombre de choses et en tout cas ne laissons pas faire. Nous sommes aussi coupables quelque part de mal faire que de laisser faire ceux qui font mal. Et je terminerai en disant que je souhaiterais que nos enfants nous disent merci. C'est un bouquin qui est sorti d'un journaliste dont j'ai oublié le nom, il me semble que c'est Israelevitch, qui a écrit un bouquin « Nos enfants nous haïront ». Et moi, j'espère vivement que ce ne sera évidemment jamais le cas et que nos enfants ne nous haïront pas parce que ils auront bien compris que dès lors que on s'est rendu compte que des limites avaient été dépassées, on aura mis en œuvre des modifications de nos comportements de façon à ce que finalement cette planète reste vivable pour les générations à venir et que finalement, et je terminerai par là, prendre soin, c'est également prendre soin des générations à venir. C'est se considérer que finalement les générations qui vont arriver après nous sont aujourd'hui potentiellement très vulnérables parce que nous ne laissons pas les conditions pour qu'elles puissent avoir une vie aussi agréable et belle que celle que nous avons eue. Voilà ce que je voulais vous partager comme élément. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que Agnès, toi qui suis le chat,
J'ai Non, il cru n'y a voir. pas de... Non, non, il n'y a pas de question. Tu nous as laissé sans voix, Jean-Yves. Non, non, il n'y a aucune question, Il y je a eu voyais pas. beaucoup de pouces Oui, en guise voilà, d'assentiment. donc vous n'avez pas envie de lui poser des questions? Pourtant, il a. Ah, mettez-lui des cœurs aussi! Mais je vois des pouces. Écoute, ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. Au cœur aussi. En tout cas, Jean-Yves, moi j'aurais une question. On parle énormément de ce sujet, c'est omniprésent, omniprésent. Et c'est vrai que tu as su, à travers cet exposé, remettre au cœur de ce qui est l'essentiel parmi nos priorités, c'est-à-dire remettre l'humain au service de l'humain et en service de l'humain pour être au service de la planète, notamment, ou que notre planète ne nous haïsse pas ou ne nous desserve pas. Et ça, je pense que c'est important. Et un sujet, toi qui es un expert de l'énergie, comme je le disais en préambule, pour toi, parmi toute l'évolution des sources d'énergie, l'énergie la plus propre, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué pendant des décennies le nucléaire. Alors moi, je te pose la question, est-ce que c'est un sujet sur lequel, justement, les experts se reposent la question et investissent énormément dans cette énergie qui est qualifiée de propre désormais? Et voilà, quel est ton sentiment, toi, en tant que professionnel de la profession? Alors, effectivement, c'est une question complètement d'actualité sur laquelle il y a eu dans l'histoire un certain nombre de divisions, effectivement, notamment par rapport au nucléaire, qui est identifié avec justesse comme étant une énergie qui, si elle n'est pas bien maîtrisée, peut être potentiellement dangereuse. Il y a eu des accidents, on le sait bien, et qui va générer des déchets, c'est aussi une réalité, donc il faut qu'on s'occupe. En l'occurrence, quand on prend à date les nombres de morts liés aux énergies quelles qu'elles soient, il y a beaucoup plus de morts liées à l'utilisation du charbon que de morts liées à l'utilisation du nucléaire. Quand bien même on intègre des décès liés à des catastrophes, notamment Fukushima qui est la dernière en date, mais également Tchernobyl qui évidemment a marqué les esprits. Donc en l'occurrence, en termes de réalité du nombre de décès, aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, le charbon, que ce soit à l'extraction, alors on n'était pas là quand ça se passait, quand il y avait des mines en France et qu'il y avait des explosions de grisou, mais que globalement, il y avait des gens qui mouraient parce que pour extraire le charbon, ça faisait mourir des gens qui étaient des mineurs plutôt autour des mines de charbon dans la région pour qu'on ait du charbon à Paris. Évidemment, c'est pas les gens qui brûlaient le charbon à Paris qui mouraient du charbon, mais c'est les gens qui l'extrayaient dans les mines. Et on avait quand même aussi de la pollution atmosphérique. Et aujourd'hui, on sait que du charbon ou du mauvais charbon va générer une dégradation de la qualité de l'air qui va avoir des conséquences pulmonaires. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui ne sont pas possibles. Ensuite, je pense qu'il y a effectivement d'autres sujets. Donc, le premier sujet, ça va être un sujet autour de l'efficacité énergétique et la sobriété pour réduire notre addiction aux énergies. En l'occurrence, je pense qu'on peut faire un petit pas de côté ou un pas en arrière pour moins consommer au global. Et la décarbonation, quoi qu'il advienne, donc il faut sortir des énergies fossiles. Et donc, ça veut dire passer sur un mix énergétique. Et là, en l'occurrence, le mix énergétique aujourd'hui est très divers. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'avoir une couverture énergétique à hauteur de nos besoins dès lors qu'on les aura réduits. Et excusez-moi l'expression, il faudra faire feu de tout bois. Et globalement, on a aujourd'hui encore un certain nombre de choses sur lesquelles on est capable de progresser autour de alors, ce qu'on appelle les e-fuels, produits à partir de certaines biomasses. Ça va être la capacité aussi à utiliser éventuellement des biogaz, utiliser de l'éolien, utiliser. Donc en fait, ça va être un mix énergétique. Il faudra qu'on regarde ça aussi avec le prisme des limites planétaires. On n'aura pas la possibilité d'avoir suffisamment de biomasse pour avoir tous les usages si on veut compenser la totalité du gaz qu'on appelle naturel, enfin du gaz fossile et du pétrole et du charbon avec de la biomasse produite
actuellement, voilà, la capacité de la Terre à produire de la biomasse ne permettra pas de couvrir la totalité des besoins qui sont notre réalité en termes de besoins de biomasse. On a besoin de biomasse en termes d'énergie, on a besoin de biomasse aussi pour se nourrir. Hein. Donc, si on transforme un champ ou un potager pour faire des énergies, ça veut dire qu'on fait plus de la nourriture. Donc c'est tous ces enjeux-là. Donc, il y a un certain nombre de calculs qui ont été faits et on sait bien que, de toute façon, on ne pourra pas compenser. Donc, ça veut dire mix énergétique, ça veut dire sobriété, ça veut dire, voilà. Mais la tendance forte doit être vers la décarbonation. Et il est vrai que aujourd'hui, le nucléaire présente donc une capacité à produire massivement donc de l'électricité décarbonée. Alors, il y a encore plein de choses aussi en termes de réflexion. On parle de fission, ce qui est actuellement, on parle de fusion. Donc, il y a peut-être aussi des nouveautés technologiques qui vont pouvoir nous aider. Voilà. Mais là, en l'occurrence, donc, c'est des sujets sur lesquels les grands groupes, l'ensemble des grands groupes réfléchissent, je dirais, à marche forcée. Et il y a un certain nombre de choses qui vont contribuer à ce que finalement, on puisse avoir quand même des énergies qui soient décarbonées. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décarboner, sortir des fossiles. OK. Au-delà des énergies qu'on connaisse, est-ce que vous, en tant qu'expert, vous investiguez sur des sujets, alors peut-être qu'on n'a pas le droit de le dire, hein, au-delà de l'hydrogène, est-ce qu'il y a des énergies sur lesquelles vous travaillez dans vos centres de recherche, qui permettraient, parce qu'on aura toujours besoin, d'énergie, quoi qu'il arrive, pour notamment maintenir nos serveurs, entre autres. Alors, est-ce qu'il y a des énergies qui vont se substituer les unes par rapport aux autres? Bon, je pose peut-être des questions sur lesquelles il y a pas on n'a pas le Alors, oui, les énergies se succèdent au fur et à mesure. Alors, le problème, c'est qu'en fait, elles ne se substituent pas. C'est le premier graphe que je montrais, c'est qu'en fait, elles se mmh, cumulent. Mais c'est vrai que globalement, d'accord. si on regarde un certain nombre de choses, historiquement, on s'est chauffé plutôt au charbon. On regarde la façon dont on s'est chauffé à Paris ou en région Mmh, parisienne. Historiquement, d'abord, il y avait du charbon. Après, il y a eu mmh, du fuel. Après, il y a eu du gaz. Maintenant, il y a de l'électricité. Donc, on se rend compte qu'il y a des pivotements au fur et à mesure que les technologies le permettent. Parce que le truc le plus simple, c'est quand même de brûler quelque chose. Brûler quelque chose, c'est facile. Et brûler du charbon, c'est facile, il suffit d'avoir un poêle. Brûler du gaz, c'est plus difficile, il faut une chaudière. Utiliser une pompe à chaleur, c'est plus compliqué en termes de construction de machines. Et donc, au fur et à mesure que notre capacité à produire des machines, à trouver des systèmes, on va pouvoir changer d'énergie. Donc là, il y a effectivement ça qui permet d'avoir une évolution des différents usages. La question, c'est comment faire en sorte, à un moment donné, peut-être de revenir à des choses plus simples. On a beaucoup utilisé des choses, effectivement, qui se branchent, notamment, enfin, je pense dans la cuisine, quand on regarde l'explosion de l'électroménager, où on a tout un tas de trucs, finalement, on peut peut-être retrouver des choses plus simples. C'est pas très compliqué d'utiliser un moulin à persil avec une manivelle plutôt qu'un moulin à persil avec un moteur électrique. Bon, donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on est peut-être allé trop loin, donc il faut faire un pas en arrière. Et puis après, tant qu'on était dans une logique de se dire, mais finalement l'énergie n'est pas un problème, on en utilise autant qu'on veut, on se posait pas de questions avant les premiers chocs pétroliers. On a construit des choses et il y a encore des pays. Enfin, moi, j'ai voyagé au Canada, j'étais complètement surpris. C'est quand même un pays où il fait quand même assez froid l'hiver. Et aujourd'hui, il y a une conscience environnementale que j'ai trouvée très pauvre. Et finalement, quand ils ont froid, ils montent le chauffage. Et ils se posent pas la question de comment j'isole. Et alors qu'en fait, ils ont, pour certains, des bâtiments qui sont d'une piètre qualité. Et donc, c'est aussi ça, finalement, une révolution. Et ce que j'ai voulu montrer aussi dans mon diaporama, c'est qu'il faut évoluer et faire évoluer nos mentalités. Et moi, je me souviens de mon prof d'économie quand j'étais étudiant, donc c'était hier, bien entendu, mais qui disait, mais les Américains ou les États-Unis commenceront à faire des économies d'énergie le jour où, justement, les Américains accepteront d'avoir 21 ce qu'il disait quoi, 21 en hiver et 26 en été, et pas l'inverse. Et globalement, on a aujourd'hui, effectivement, donc quand ils climatisent à fond, donc ça consomme énormément d'énergie. Donc en plein été, tu as 21 dans ton logement. Et quand ils chauffent à fond. Et en plein hiver, tu as 26 dans ton logement. Alors qu'en fait, il suffit juste d'inverser ce qu'on tolère à contre-saison. Et automatiquement, on fait des économies d'énergie. Et ça, mmh. c'est uniquement du changement comportemental.
Alors Et donc, en justement, l'occurrence, Jean-Yves, on a deux questions là sur les comportements en entreprise. Donc, il y a une première question de Pierre Bougeret qui te demande quelles premières actions positives tu as pu observer au sein d'une entreprise. Et un peu lié, je peux te la poser aussi, tu as Aurélie Tessarek qui dit comment, selon vous, embarquer de façon concrète le collectif en entreprise dans cette réduction des énergies. Et elle cite, Aurélie, arrêter de prendre l'avion à tout va, laisser la lumière, le chauffage, la clim allumée en permanence. Voilà, donc on rebond ouais. exactement de Moi, ce je que tu pense viens que de dire. les premiers sujets, c'est vraiment de faire une chasse au gaspillage. Mm. Parce que là, en l'occurrence, c'est quelque chose dont on se dit, bah oui, c'est logique. Alors, Ça passe par dans l'idée, la l'éducation, chasse au Jean-Yves? gaspillage, oui, ça passe par l'éducation, ça passe par le fait qu'il faut accompagner, notamment en entreprise. Je pense qu'en entreprise, bon, et Maryse, tu le sais bien, BPCE a fait des choses tout à fait remarquables, mais c'est pas la seule, hein. Il y a un certain nombre Mm. d'entreprises qui ont bien compris que il faut se mettre dans une dynamique autour des économies d'énergie. Et donc, en l'occurrence, c'est faire en sorte d'éteindre les bureaux le soir, c'est faire en sorte d'accompagner la réalité de l'occupation des bureaux dans un contexte où il y a aujourd'hui notamment du télétravail. C'est évidemment, les bureaux sont pas tous occupés tout le temps. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte d'accompagner la réalité de l'occupation avec la réalité du chauffage ou de la climatisation? C'est des postures aussi simples que de dire, et il y a certaines tours à la Défense qui ont commencé à le faire, de dire, bah, nous, par exemple, on arrête complètement, on ferme la tour 15 jours en plein mois d'août, Mm. parce que de toute façon, les gens sont peu ou prou en congé, donc il y a très peu de personnes. Celles qui sont là pourraient télétravailler, et donc ça sert à rien de climatiser pendant 15 jours en plein cagnard, qui est le moment où il fait le plus chaud en plein été. Et donc il y a effectivement tout ça qui est mis en perspective et qui doit permettre de s'assurer que on inscrit ça dans une dynamique collective au sein d'entreprise, qui potentiellement peut se décliner en dynamique individuelle. Je pense que l'objectif, effectivement, c'est d'embarquer les personnes et donc rappeler que les comportements vertueux, c'est l'ensemble des gouttes d'eau qui font la rivière. Il faut se mettre dans cette logique-là, que tout geste compte. En fait, c'est une somme d'épaisseur de trait. Je reprends quelque chose que pour certains d'entre vous auront peut-être entendu, hein, c'est Nélia Beuglin de l'ADEME qui le dit. Mm. On entend souvent, et elle est bien placée pour le savoir, hein, avec ses fonctions, on entend souvent le fait que oui, mais ça représente pas grand-chose. Oui, mais c'est pas parce que c'est pas grand-chose que ce n'est rien. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. Et si on s'arrête au fait que, comme si on a l'impression que c'est une épaisseur de trait, alors on ne fait pas, alors il ne se passe rien. Et c'est là qu'est la difficulté. Je pense que tout geste est bon à prendre. Et en fait, il faut s'inscrire effectivement dans cette dynamique et qui, à la fin, est complètement vertueuse. On peut faire des choses vraiment ludiques. Moi, j'essaie de regarder de quelle façon je peux faire en sorte, effectivement, d'avoir un meilleur rapport et à la nourriture et à la façon dont on la prépare et on la cuisine dans une logique de sobriété énergétique et de sobriété alimentaire. Qu'est-ce que je jette pas, comment je réutilise, à quel moment je cuis, voilà. Et donc, je fais en sorte, et parce que ça facilite aussi finalement la relation à la nourriture, de préparer des choses en avance. Une fois que mon four est chaud, ben, je cuis plein de choses dans le four déjà chaud, plutôt que de le laisser refroidir, puis réchauffer après, puis refroidir, et puis après on n'a plus qu'à réchauffer au micro-ondes, et finalement en quelques minutes, donc à très peu d'énergie, on retrouve un plat chaud, mais en fait on a eu un moment où donc voilà, donc on peut réinventer un certain nombre de choses autour justement de cette capacité à inscrire dans son quotidien une somme de petits gestes qui, au total, finissent par faire quelque chose qui compte vraiment. Donc, est-ce que je prends ma voiture? Ah ben non, je peux y aller en vélo. Alors, au début, c'est difficile, et puis après, c'est amusant. Puis, si on se fait un petit défi avec des collègues, finalement, on en parle à la machine à café quand on arrive au bureau. Et donc, en fait, c'est tout ça qui font le fait qu'on change. C'est pas d'un seul coup une espèce de sobriété énergétique qui nous tombe dessus comme une punition, qui arrivera si on ne fait rien. La punition, la sobriété énergétique comme une punition, si on ne fait rien, ça nous tombera dessus. Si on s'adapte progressivement par petites touches, on va avoir la possibilité de faire un certain nombre de choses de façon heureuse et volontariste. Et finalement, on se dit, mais c'est pas si difficile de sortir des habitudes. Voilà. Alors Jean-Yves, peut-être une dernière question parce qu'il est bientôt 18h, on va raccrocher. Et il y a une... Tu pourrais te mettre en pleine
lumière, Jean-Yves, parce Il y a un que premier commentaire, de Oui, Françoise Vialat qui dit: C'est la voilà. légende des colibris de Pierre Rabhi, je fais ma part, en écho absolument. à ce que Oui, tu disais tout à et quand fait. tu citais Nadia Bleuglin de l'ADEME. On fait tous des petits pas. Et puis il y a Arnaud Mourier, et encore une fois, c'est notre dernière question. Quel outil, norme, référentiel pour travailler la trajectoire de décarbonation? Oui, alors ça, c'est un vrai sujet. Ça, effectivement, c'est un vrai sujet, la trajectoire de décarbonation. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'ultra simple à piloter. En tout cas, ça s'inscrit. Donc, il y a un certain nombre de cabinets consultants qui inscrivent ça dans leur offre de service. Hein. Des entités groupe EDF le font aussi. Hein. Je travaille pour le groupe EDF, vous le savez. Donc, on a la possibilité là aussi d'inscrire un certain nombre de choses qui vont pouvoir identifier par rapport à une situation. Et donc, je pense que le premier sujet, c'est effectivement d'avoir une cartographie de son empreinte carbone. Où est-ce que j'en suis? Faire un état des lieux. Et donc, à partir de cet état des lieux, regarder quelle est finalement cette situation et voir comment un certain nombre d'éléments vont pouvoir pivoter, basculer et les inscrire ensuite dans une feuille de route. Donc, je pense que la création de la feuille de route, chaque feuille de route est unique parce que ça dépend de chaque situation de départ, ça dépend également de chaque ambition d'arrivée, où est-ce qu'on veut être, quels sont éventuellement les leviers financiers qu'on est prêt à disponibiliser. Donc, je pense que là aussi, il y a des choses qui sont nécessaires à mettre en œuvre. En tout cas, oui, on peut construire une feuille de route avec donc un point de départ qui est l'état des lieux. Et donc ça, aujourd'hui, faire un état des lieux de la situation carbone d'une entreprise, je pense qu'il faut s'appuyer sur un sachant. C'est pas quelque chose que l'on peut faire simplement, mais donc il y a plein de bureaux d'études qui savent faire ça très bien. Et puis ensuite, se dire où on souhaite être. Donc un certain nombre de grands groupes ont déjà pris des engagements. Hein. En 2050, nous serons à la neutralité carbone. Et donc, en fonction de ça, les différentes étapes, le pouvoir de décarbonation, en fait, va dépendre à la fois des actions et des sujets auxquels on s'attaque. Si je suis un très gros industriel qui utilise du gaz pour son process industriel, ben peut-être que mon premier geste sera de décarboner mon process industriel. Et puis finalement, j'ai pas besoin de me focaliser sur mes bureaux. Le fait que peut-être les bureaux que j'ai sont pas très vertueux par rapport à d'autres entités, mais compte tenu de la réalité énergétique de mon activité, je commence par ça. Donc en fait, c'est ça. Donc le conseil que je donnerais, c'est d'abord faire un état des lieux, parce qu'on ne peut pas construire si on n'a pas cette photo à l'instant T. Et une fois qu'on a la photo à l'instant T, se mettre en capacité, en se faisant besoin. Et si je peux compléter, Jean-Yves, Oui. On a cette démarche, nous, chez GRDF, hein, je suis également, comme certains le savent, dans le milieu de l'énergie. Nous, on est en train d'animer des fresques du bilan CO2 avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise GRDF, et ce qui nous permet aussi de faire une sensibilisation et un premier état des lieux. Donc, il y a aussi des outils comme cette fresque du bilan CO2. J'ai eu l'occasion de faire là, au mois de juin. C'est assez puissant aussi. Oui, tout à fait. Puis il y a il y a des sites internet aussi qui proposent de calculer soi-même sa propre empreinte carbone, hein, si on réfléchit à titre individuel ou si on réfléchit à titre collectif. C'est évidemment pas la même chose, mais il y a maintenant un certain nombre de choses qui sont relativement disponibles, y compris des choses gratuites. Et effectivement, des animations, comme tu le disais très justement, Agnès, atelier 2 tonnes, fresque du climat, fresque. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Voilà, c'est vrai. On pourra peut-être voir comment France peut proposer ça dans une de ses prochaines conventions, pourquoi pas. Absolument. Maryse, le mot de la fin peut-être? Oui, alors le mot de la fin, en tout cas, un grand merci Jean-Yves. Je crois que tu as enthousiasmé ceux qui étaient présents et je te remercie beaucoup pour à la fois ce webinaire scientifiquement bien posé et puis surtout esthétiquement que j'apprécie énormément avec ce lien entre l'art et cette mise en scène que tu sais brillamment exposer. Et ça, c'est vraiment, tu joues sur l'émotion et c'est par l'émotion
que l'on va réussir à faire bouger les lignes et pour que chacun soit au service des uns et des autres notamment. Et à ce titre-là, je voudrais simplement tous vous remercier d'avoir été présents et surtout de nous retrouver le 10 novembre matin, le 10 novembre matin à la convention Esprit de Service France où on vous a préparé un programme passionnant sur les nouveaux programmes Excellence de service d'un certain nombre de nos membres et un nouveau programme et une nouvelle séquence aussi qui touchera aussi pourquoi c'est important de bouger et bouger dans tous les sens du terme. Voilà, merci à vous tous et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous prie de nous retrouver le 10 novembre au Cercle de l'Union Interalliée. Mais là, on va vous adresser très prochainement les invitations pour participer à notre convention. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.